mes 6 mois de stage. Ah, Désolé. oh, très bien. Donc, je vais vous présenter le travail qui a été produit durant mes 6 mois de stage, qui portait du coup sur la lecture automatique de CERN pour l'interdatation sur plusieurs espèces de chaînes. Stage qui a été encadré du coup par Marion Jourdan, Fukengo et Isabelle Deblède-Renesson. Euh, Ça refuse de changer de page, ça y est. Du coup, cette présentation sera divisée en plusieurs parties. Je vais commencer par vous présenter le contexte et l'état de l'art. Ensuite, les jeux de données qui ont été utilisés durant ce stage. Ensuite, les pré-traitements qui ont été utilisés sur ces jeux de données, car malheureusement ne pouvaient pas être utilisés tels quels. Enfin, nous présenterons les traitements sur les limites de CERN, puis nous conclurons et présenterons des pistes d'amélioration qui pourraient être effectuées à l'avenir. Donc, pour commencer, du coup, notre environnement a subi divers changements récents. Le plus connu étant le réchauffement climatique qui a du coup une influence sur nos forêts, forêts qui contiennent des chênes, et justement, nous sommes intéressés par l'influence de celui-ci sur ces 10 chênes. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes, une en particulier qui est la dendrochronologie, qui consiste à mesurer les largeurs des cernes pour déduire le stress qui a été subi par année par le chêne. En l'occurrence, du coup, pour effectuer de la dendrochronologie, il faut passer par plusieurs étapes. La première étant de récupérer une carotte au sein de l'arbre à l'aide d'une tarière, carotte qui sera ensuite scannée pour obtenir une image qui sera traitée, sur laquelle les largeurs seront prélevées. Ainsi, nous nous retrouvons avec, par exemple, un fragment d'image de carotte comme celui-ci, carotte de chêne. Nous pouvons donc constater plusieurs choses. Nous avons le rayon ligneux, les vaisseaux et les limites de CERN qui sont ce qui nous intéresse. Et plus précisément pour vous, ce qui vous intéresse vous, c'est la largeur entre les limites de CERN, comme présenté ici. Du coup, aussi, nous avions parlé d'interdatation dans le sujet. Pour des raisons de temps, celle-ci n'a pas été implémentée. C'est une étape qui consiste du coup en la vérification des limites de CERN analysées en utilisant une carotte de référence qui est considérée comme ayant été correctement analysée. Pour ce qui est de l'état de l'art, du coup, il y a assez peu de travaux qui ont été effectués, mais en l'occurrence, il y a un travail qui a été effectué par un laboratoire polonais qui présente des résultats très prometteurs. Deep Dendro de Fabrzynska et Danek, produit en 2018, qui mettait en place un UNet, donc un réseau entièrement convolutif en forme de U, pour analyser les limites de CERN. UNet avec une couche en moins. Bref, pour ce qui est des jeux de données que nous avons utilisés, notre premier jeu de données, qui provient de la thèse de Clara Talieu en 2020, est composé de 1500 images annotées, toutes en 2400 dpi, donc extrêmement volumineuses, divisées en 3 espèces de chaînes, pubescent, sessile et probure. Nous pouvons constater plusieurs problèmes sur ces images. Notamment, il n'y a pas que les carottes, et d'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule carotte par image. Nous pouvons constater, par exemple, qu'il y a du scotch, par exemple, sur cette image-ci. Aussi, nous disposons pour chaque image d'annotations écrites sur un fichier pose qui nous permettent de délimiter les cernes à raison d'un point par limite de cerne. Un second jeu de données dont nous avons disposé pour effectuer ce travail est justement le jeu de données utilisé par Fabrzynska et Danek pour l'élaboration de Deep Dendro. On dispose alors de 38 images annotées entre 600 et 1200 dpi qui ont été entièrement découpées
il n'y a qu'une seule carotte par image et nous disposons d'annotations sous la forme d'un masque au format PNG délimitant directement les limites de cerne sur l'image, à raison d'une courbe par limite de cerne. Aussi, par contre, ça c'est un défaut, il y a d'autres espèces qui ne sont pas du chêne. Par exemple, nous avons des conifères aussi dans le jeu de données. Donc, pour commencer, nous avons dû pré-traiter nos données. En l'occurrence, bon, pour les données provenant de la thèse de Clara, il nous était nécessaire, pour des raisons d'optimisation et d'efficacité, de ne récupérer que les carottes présentes sur l'image. Pour ce faire, nous avons mis en place un algorithme qui utilise le watershed, qui est un algorithme de montée des eaux qui utilise un gradient pour délimiter des régions. Nous avons pu obtenir, à l'aide de ceci, un masque du coup ne contenant que les carottes et faisant fi des autres objets parasites tels que le scotch, justement. Une fois ce découpage effectué, il nous était nécessaire de découper le masque en une multitude de tuiles, permettant du coup une simplification du traitement des cernes et surtout nous permettant une large accélération du temps d'exécution des programmes dans la mesure où les tuiles sont indépendantes entre elles, donc peuvent être traitées en même temps. Donc, nous avons mis en place plusieurs approches pour la détection des cernes. La première que nous avons essayé de mettre en place était une approche basée contour, qui utilisait le filtre de Sobel et le filtre de Cani. En l'occurrence, du coup, cette méthode nous faisait appliquer Sobel, puis Cani sur le résultat de Sobel. Une fois que nous avions appliqué Cani, nous nous retrouvions avec une liste, enfin une matrice avec plusieurs composantes connexes. Composantes connexes que nous séparions en deux catégories, les vaisseaux et les rayons ligneux, comme sur les images ici. Et enfin, nous relions les vaisseaux de proche en proche en utilisant le rayon ligneux. Nous ne rentrerons pas plus dans les détails dans la mesure où cette méthode n'a pas été très concluante. Une seconde approche que nous avons mis en place est une approche basée sur la morphologie mathématique. Avant de poursuivre, du coup, la morphologie mathématique, c'est quoi? C'est une technique mathématique qui a été élaborée par Georges Matron et Jean Serra en 1964 qui traite une image à l'aide d'une autre image binaire que l'on appelle élément structurant. Cette méthode, du coup, dispose de plusieurs opérations principales. La dilatation, qui, par exemple, pour une image A, nous donne une image dilatée B avec un élément structurant donné. L'érosion, qui, à l'inverse, du coup, érode l'image. Par exemple, là, ici, le J est donc nettement plus fin. L'ouverture, qui effectue une érosion puis une dilatation. La fermeture qui effectue une dilatation puis une érosion. Et en l'occurrence, dans notre cas, nous avons appliqué un top hat et un black top hat qui sont la soustraction pour le top hat entre une image et son ouverture et pour le black top hat, la soustraction entre sa fermeture, entre une fermeture et son image. Donc par exemple, pour ce fragment de carotte-ci, nous obtenons le masque binaire suivant en appliquant le maximum sur le top hat et le black top hat. Sur ce masque, ensuite, nous effectuons plusieurs balayages. Un premier à l'aide, en utilisant une droite perpendiculaire au rayon ligneux, afin d'obtenir un premier histogramme dont on ne conservera que le maximum, pour obtenir la courbe correspondant à la limite de cerne du cerne considéré maximum précédemment, avec laquelle du coup nous balayerons une seconde fois, ce qui nous permet du coup d'obtenir une sensibilité nettement moins élevée au bruit et donc de meilleurs résultats. Ensuite, du coup, l'histogramme obtenu lors du second seuillage enfin lors du second balayage est seuillé avec un seuillage moyen. Enfin, du coup, nous récupérons les limites de cerne en appliquant tout ça sur les vaisseaux. Et enfin, nous affinons les résultats. En l'occurrence, pour ce qui est de l'affinement, nous utilisons notre système de tuiles avec un recouvrement choisi, ce qui nous permet d'améliorer aussi amplement les résultats. Par exemple, ici, pour plusieurs tuiles se chevauchant, nous constatons plusieurs défauts présents.
Et du coup, avec un seuil de correspondance d'environ 60%, nous arrivons à nous retrouver avec un résultat final affiné, convenable par rapport à la réalité. Du coup, il convenait de comparer les 2 premières méthodes sans, apprentissage que nous avions implémentées. Nous avons, constaté, plusieurs défauts dans les 2 méthodes. En l'occurrence, dans la méthode basée contour, nous sommes, tombés sur un énorme cas d'échec qui était, lié à sa sensibilité qui est beaucoup trop élevée. Par exemple, ici, du coup, nous pouvons constater la présence d'énormément de faux positifs. Malheureusement, du coup, c'était assez compliqué, à utiliser, alors que dans le cas de l'approche basée morphologie, ce problème n'est pas présent. En revanche, dans le cas de cernes très rapprochées, nous constatons que la méthode basée contour aura seulement besoin, d'un recalibrage, alors que l'approche basée morphologie ne fonctionne pas, pour la bonne et simple raison que, lors du seuillage moyen de l'histogramme, du coup, les cernes étant trop proches, l'histogramme n'a pas su les différencier et du coup, plusieurs cernes ont été considérées comme n'étant qu'un seul cerne. Enfin, malheureusement, les 2 méthodes implémentées précédemment souffrent d'un même problème qui est lié au centre des carottes, enfin au cœur des carottes. Cœur qui est malheureusement, très mal détecté dans les 2 méthodes à cause de notre choix d'utiliser justement le rayon ligneux pour, relier, et diriger, la recherche des limites de CERN. Du coup, on constate des résultats qui sont, assez misérables dans les 2 cas. Nous avons du coup, décidé tout de même, de tester nos algorithmes sur l'ensemble de notre jeu de données et nous avons effectivement, obtenu des résultats nettement plus satisfaisants pour l'approche basée morphologie avec un DICE, de 0,7. Le DICE étant, plus ou moins l'exactitude dans notre cas de nos solutions, ce qui est du coup, de manière générale, largement supérieur à ce que nous avions avec l'approche basée contour. Ensuite, nous avons décidé du coup de passer sur les méthodes basées sur l'apprentissage profond. Pour commencer, nous avons donc reproduit, Deep Dendro de Fabjinska et Danek. Nous avons réussi à obtenir les mêmes résultats qu'eux sur leur jeu de données. Conséquemment, nous avons décidé, de tester avec nos propres données. Et là, malheureusement, il y a eu un énorme problème qui est que les différences de définition, entre le jeu de données d'apprentissage et notre jeu de données étant, énormes, les inférences, obtenues, étaient très insatisfaisantes. Nos seuls moyens d'obtenir des résultats potables étaient du coup en floutant, en tentant de simuler une, définition inférieure sur nos images. Malheureusement, cela devenait, extrêmement coûteux en temps, dans la mesure où les meilleurs paramètres, pour ce qui est des flous, par exemple, les filtres bilatéraux, dépendaient des images et donc le temps devenait extrêmement élevé car nous devions tous les tester. Conséquence, il nous arrivait de dépasser 6 heures pour une seule image. Conséquence, nous avons décidé de réadopter cette approche, mais en utilisant notre jeu de données. Cependant, les annotations de notre jeu de données initial étant inutilisables, il nous a été nécessaire, de réannoter les images manuellement. Cependant, pour nous aider, nous avons décidé d'utiliser les résultats de l'approche basée morphologique qui étaient quand même assez satisfaisants afin du coup de diriger, les nouvelles annotations. Nous avons donc découpé un total de 60 000 patchs de taille 256 par 256 et avons, appliqué quelques augmentations, notamment, des rotations, pour certains modèles, d'apprentissage. Nous avons alors obtenu des résultats nettement plus satisfaisants sur notre jeu de données, par exemple, du coup ici et nous avons réussi à corriger le problème qui était commun à toutes nos approches, qui était sur la détection du centre. Maintenant, les centres sont effectivement assez bien, détectés. Cependant, il nous était nécessaire de quantifier, la qualité de nos résultats. Pour ce faire, nous avons, adopté la même validation que précédemment en utilisant les points pause et en vérifiant si
nous étions en contact avec les points marqués dans celui-ci. Et en l'occurrence, du coup, sur un sous-ensemble de données de notre jeu total de données, nous constatons que le DIP déjà est largement supérieur aux résultats obtenus avec la méthode basée morphologie. Et aussi, mais ça c'est un peu plus intéressant pour le cadre de l'utilisation en cas réel, nous constatons que sans chevauchement, nous perdons seulement 2% de performance en faisant du coup 4 fois moins d'inférences, ce qui veut dire que le temps de calcul est divisé par 4, ce qui rend effectivement ce modèle extrêmement intéressant. Aussi, nous avons décidé de créer un sous-ensemble composé exclusivement de cas d'échec de la méthode basée morphologie et de tester nos réseaux de neurones dessus. Et nous constatons que nous avons des résultats tout à fait satisfaisants sur ces anciens cas d'échec, avec une différence de près de 40% d'exactitude par rapport à la méthode basée morphologie. Enfin, il convenait de tester par espèce afin de détecter un potentiel biais lié entre autres à potentiellement notre ensemble d'apprentissage. Nous avons constaté que les performances ne variaient pas spécialement d'une espèce à l'autre. Conséquemment, il n'y a pas spécialement de biais notable d'une espèce à l'autre, donc nous avons pu en déduire que la généralisation s'était assez bien passée. Enfin, du coup, ces résultats ayant été validés, nous avons décidé de commencer le développement d'une application qui utilise nos réseaux de neurones pour détecter les cernes par inférence, ensuite de traiter les résultats des inférences justement pour les réduire à des courbes d'épaisseur 1, courbes qui sont ensuite utilisées pour former un nouveau fichier pose qui lui vous permet surtout du coup de manipuler les résultats car ceci étant imparfait, il requiert une correction. D'ailleurs, une assez lourde correction dans la mesure où, à partir de la première erreur, du coup, les largeurs étant toutes décalées, malheureusement, les résultats diminuent énormément. Donc, il est réellement nécessaire tout de même de corriger les résultats obtenus afin de les utiliser dans un cas réel. En conclusion, du coup, nous avons adopté plusieurs approches avec et sans apprentissage. Nous avons pu constater que les méthodes avec apprentissage étaient nettement plus performantes que celles sans apprentissage, en tout cas dans le cadre de la détection de cernes. Et ce stage nous a aussi permis de découvrir divers domaines, notamment surtout le monde de la recherche, et de découvrir l'informatique sous un autre jour auprès de vous. Enfin, pour ce qui est des pistes, il serait très intéressant d'automatiser la détection du centre, car malheureusement, en fait, le cœur des carottes n'est pas automatiquement détecté. Il est nécessaire de le sélectionner dans l'application. Ajouter l'interdatation qui faisait partie des objectifs initiaux du stage. Adapter aussi les modèles en fonction de la définition des images. Enfin, de lourdes optimisations sont nécessaires pour ce qui est du temps des inférences. Et aussi, du coup, mais un peu plus récent, il est nécessaire d'améliorer la mesure des largeurs des cernes avec corecorder, ce qui est actuellement en cours de production. Merci d'avoir écouté, si la co n'a pas planté entre-temps. Voilà. Merci beaucoup. Vachement intéressant. Il y a des questions. Ah, ça lag. Yes. Oui, merci Dorian pour cette présentation. Je me demandais, moi je ne suis pas du tout dans ce domaine, je ne connais rien, je sais seulement que là, à Silvatech,
on peut se faire mesurer ces cernes. Ils font ça, ils appellent ça ITRAX. Ils font la densité, les cernes. Il y a Emmanuel qui trace aussi les cernes et te donne une largeur. Et je me demandais, c'est quoi la différence et pourquoi vous faites sur une image plutôt RGB plutôt que ITRAX ou ouais. Hmm. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Pardon, bonjour Dorian et bonjour à tous. Julien Ruel, donc Dorian, on a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois. Alors ouais, Mathias, effectivement, il y a une grosse différence en fait, qui est que Manu trace les cernes à la main. Donc il n'y a pas de détection automatique. Et tout ça pour aboutir en fait, non pas à des largeurs de cernes uniquement, mais à plein de données microdensitométriques qui sont liées à des paramètres qui sont estimés entre deux limites de cernes. Et j'ai fourni à Dorian un ensemble d'images radiographiques, mais qui n'ont pas pu être incorporées dans le process, puis dans le stage, parce qu'il y avait quand même déjà pas mal de boulot sur les images déjà fournies par les collègues de l'unité, qui avaient des images, surtout sur des carottes. Mais a Images priori, qui- ça serait une idée de faire cette méthode-là aussi sur votre jeu de données. Et après, je ne sais pas, probablement corriger à la main les erreurs ou je sais pas. Tout à fait. Oui, 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 moi c'est exactement ce que j'entrevoyais quand on a... C'est aussi le plan qui a été prévu de notre côté. Des résultats sont donnés en sortie actuellement au format point .pose et du coup, il vous convient de corriger ceci afin d'avoir des mesures exactes. OK. Je peux me permettre, Jean-Luc Dupouet, mais j'ai pas la main. Non, où sont les mains? Le lever de main, je ne l'ai plus. C'est bizarre. Si je peux me permettre une seconde, si ça marche sur des images, la question n'est pas de le réappliquer à la radio derrière. La question est juste d'utiliser ça pour ensuite le plaquer sur les radiographies ou les images de chimie, de façon à positionner a posteriori des limites de CERN à partir de la connaissance qu'on en a sur les images optiques. On ne va pas refaire deux fois l'identification de limites de CERN, une fois sur des images en optique, une autre fois sur un scan obtenu sur l'ITRAX. Ça ne servirait à rien. Alors moi, c'est pas ce que j'entendais en fait. Parce que ce qu'on sort de l'ITRAX, en fait, c'est des images. C'est des images radiographiques, mais ça reste des Ouais. images en niveau de gris. Donc l'idée, c'est d'appliquer l'algorithme de Dorian et de Voilà, mais on ne va pas le tracer faire les deux limites fois. de CERN. On le Ah fait non, soit non, sur bien le scan, évidemment. soit sur le scan issu du scanner, soit sur l'image sortie de l'ITRAX, mais il n'y a pas besoin de le faire deux fois. Oui, oui, donc là, on comparait uniquement, je pense, les données, les images RGB sorties du scanner optique qui sont utilisées pour les carottes historiquement dans l'unité, et les images radio qui sont issues de l'ITRAX, mais il n'y avait pas C'est d'idée ça. de Mais de la question de recouvrement des deux Mathias, bon, infos. je ne pense pas qu'il faut passer trop de temps là-dessus. La question de Mathias n'est pas, à mon avis, c'est pas adéquat. C'est Non, mais pas. arrête, Jean-Luc, c'est pourquoi on fait des images RGB du tout, parce qu'il faut faire les coupes. Alors, ça s'est fait à la Silvatech. C'est quoi la différence? Pourquoi on fait des images maintenant, des images visuelles? C'est Si tu toujours... n'as besoin que de ça, si tu besoin que de ça, tu n'as pas besoin de faire plus. De tout, hein. Si tu veux faire de la chimie ou de la densité, tu feras de l'ITRAX et donc là, tu vas avoir une autre image et tu peux décider de ne faire l'analyse de CERN que sur cette autre image. Mais si tu n'as pas besoin de chimie ou de densité, tu ne vas pas passer à l'ITRAX. Et, Bon, Jean-Luc, il y a un coût financier et en temps à l'ITRAX par rapport à la mesure scan, parce que en fait, Bah oui. mais beaucoup plus que le temps de Bah, technicien qu'il faut pour faire le planage de la carotte, la photo, puis je la sais pas, question faut se demander à pose. Stéphane ou à Julien, qu'est-ce qu'ils en pensent. Quel est le plus, moi, je pense que c'est quand même aujourd'hui toujours plus rapide sur un scan que photo que sur l'ITRAX, il me semble, mais peut-être je me trompe.
Là-dessus, oui, oui, pardon Stéphane, tu voulais répondre. Ouais, bah, ok. Je pense On qu'on a, va. T'entends je très t'entends bien. mal. Vous m'entendez Ton pas? Ok, c'est micro. normal, mon micro était Ouais. sur ma tête et pas en face de ma bouche. Vous savez bien qu'il y a pas mal de laboratoires dans lesquels on passe directement par l'image radio pour faire les mesures de largeur de Ouais. CERN. Mais en fait, ça dépend de la qualité du résultat qu'on veut et aussi de l'essence qu'on étudie. Se servir des images radio pour délimiter les largeurs de CERN quand on ne veut que les largeurs de CERN et la densité du bois sur des résineux, ça marche très bien. Le faire sur, je sais pas, du hêtre ou du chêne, bah, ça marche un peu moins bien. Et puis Julien, ça fait longtemps qu'on dit qu'on va comparer les résultats, puis qu'on l'a pas encore fait. Mais bon, c'est des choses qu'on voudrait faire, et notamment avec des acquisitions récentes, là où on a acquis à la fois des images et à la fois des radiographies sur du chêne. Donc ça, c'était Jean-Luc dans le projet Quasimodo. On a fait les deux, donc on voulait comparer les résultats. Mm. Et puis après, de temps en temps, bah, on a aussi envie d'avoir plus d'informations par exemple de l'anatomie, ce qui nécessite de passer par un scan classique. Ouais, donc les deux sont possibles avec des résultats qui sont pas tout à fait les mêmes. Et puis ça dépend évidemment, comme l'a dit Jean-Luc, de ce que l'on veut faire avec ces images-là. Est-ce qu'on veut juste de la largeur de CERN? Est-ce qu'on veut de la densité? Est-ce qu'on veut de l'anatomie? Ben, en fonction de l'un ou l'autre, on se dirige vers une voie ou vers l'autre. Mais les deux sont possibles et il y a des laboratoires, comme je le disais, Orléans et Bordeaux, où on passe systématiquement maintenant par des radiographies. Est-ce que je vais rajouter un élément de pourquoi on a lancé ce stage? Parce que en fait, on est dans un labo qui est très très spécialisé dendrochrono. Enfin, c'est un cœur technique de historique, mais en fait, c'est pas le cas de beaucoup de labos. Et l'acquisition d'une photo, c'est enfin, beaucoup plus facile d'avoir la possibilité de passer et faire de l'itrax. Donc moi, la philosophie, quand j'ai lancé ce stage et que j'ai essayé et que j'en ai discuté dans l'équipe et qu'on s'est dit que ça pouvait être cool de faire un test sur un stagiaire, enfin sur un stage de master 2, c'était de pouvoir rendre accessible cette démarche au plus grand nombre de labos pour que la dendrochrono, ça dépende pas de savoir si tu es spécialisé ou non et que la qualité de ta donnée de sortie ne dépende pas de si tu as des techniciens que ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus ou si tu es obligé de faire la dendrochrono par un thésard qui doit apprendre sur le tas. Voilà, en gros, l'idée derrière de la création de ce stage, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a fait ça sur les jeux de données photos et pas sur des jeux de données qui sont déjà jeux de données que la majorité des labos peuvent pas acquérir. Voilà, Mathias, si ça peut répondre à ta question, la philosophie derrière, c'était ça. Mais ce qu'on peut conclure aussi peut-être, Marion, c'est qu'on voit bien que quand de l'expertise va être nécessaire, c'est-à-dire quand ça correspond au moment où de toute façon le deep learning n'aura pas marché. Donc à ce stade-là, on voit bien que de toute façon, il y a un certain nombre de situations qui sont mal reconnues. C'est les situations qui étaient justement assez difficiles. Et il va bien falloir la même expertise ensuite pour valider ce qui a été à ce stade, bien sûr. On peut évidemment imaginer des améliorations, mais à ce stade, il va tout de même falloir une assez forte expertise pour aller vérifier les résultats du deep learning. Ouais, après, il y a cette histoire d'expertise et cette histoire de temps de technicien que ça coûte, en fait. Parce que, enfin, voilà. Moi, j'ai fait ma dendrochrono toute seule. Ça m'a pris genre une masse de temps pendant que j'étais en thèse. Donc, je sais quel temps ça prend et je sais que si tu as des procédures qui permettent au moins d'alléger en temps, bah, tu es plus concentré sur ce qui te reste à faire, tu vois. Enfin, bon, bref, il y avait une philosophie un peu comme ça derrière l'idée de stage. Si je peux me permettre en complément aussi, vous le dites, vous l'avez peu évoqué là, mais puis pour le moment on n'en est sans doute pas là, mais il me semble aussi qu'il y a une question de débit, non? Et de haut débit, enfin de pouvoir le faire de manière plus massive. On est en train de réfléchir avec vous, et elle devrait arriver bientôt, à l'acquisition d'une station de dendrométrie qui va automatiser déjà la prise d'image, enfin voilà, permettre de travailler sur cet objet image de manière plus en routine, et de travailler sur l'image plus que sur l'objet aussi, ce qui était le cas encore de certaines méthodes d'acquisition d'endro dans l'unité, hein. Je pense aux collègues de l'ex-IEC. Donc l'objectif aussi de l'automatisation, elle est aussi de ne pas s'arrêter à juste l'acquisition de l'image, mais effectivement de voir jusqu'où on peut aller, avec quel compromis qualitatif en termes d'acquisition de l'information d'endrochrono, quoi. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément,
vous l'avez peut-être pas en tête, c'est des fois on se croise là-dessus de manière plus ou moins organisée, mais c'est aussi la mission de la plateforme de développer ce qu'on appelle des itinéraires méthodologiques. C'est que justement, en fonction de vos projets et de vos questions, on a pour objectif de développer des approches, alors qui peuvent être destructives, non destructives, mais de pouvoir en tout cas trouver les chemins d'accès à l'information combinés autour des mêmes échantillons, sans que vous ayez à justement taper aux différentes portes des guichets de la plateforme. Pour ce qu'on discute, ça peut aussi aller des fois jusqu'à des aspects d'imagerie par microscopie électronique à balayage, parce que vous le savez, des fois, pour aller différencier des cernes, on peut parler de quelques couches cellulaires, et donc du coup, là, on a besoin aussi d'aller combiner d'autres approches d'imagerie pour descendre à ces grains-là et les identifier. Donc, et c'est un peu, voilà, c'est le job de Sylvatech, en interaction avec vos expertises, d'essayer de développer ça pour vos communautés et d'aller aussi vers d'autres approches, hein. Demain, j'espère, des approches d'hydroisotopie par ablation laser. En tout cas, ça devrait bientôt arriver. Si je peux dire un mot, là, j'ai posé une question à Dorian parce que j'ai toujours pas de main. Je sais pas, je pense que je ne dois pas être le seul à ne pas avoir de main levée. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé. Donc, du coup, moi, j'avais une question plus technique à Dorian parce que là, enfin, d'abord, je voulais dire que le travail était quand même assez extraordinaire. Moi, je trouve pour un M2, c'est vraiment, on a vraiment beaucoup progressé sur une question qui nous intéresse depuis longtemps, sur lesquelles on avance pas très très vite. Bon, et alors je vois, j'avais une ou deux questions. Il y en a une. C'est à un moment donné dans ton stage, Dorian, tu m'avais dit, ah ben, on est passé à des techniques d'analyse morphologique parce que les techniques d'IA, ça fonctionne pas bien, etc. Et puis je vois maintenant que tu présentes ton stage que finalement, le mieux, c'est bien des techniques de reconnaissance, d'apprentissage par IA. Et donc, du coup, à un moment donné, si c'est bien ce que j'ai compris, hein, tu avais abandonné l'idée et tu es revenu dessus ensuite, hein, si je comprends Alors, bien. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je sais pas si on m'entend. oui, Ok, c'est pas tout à fait ça. En l'occurrence, la raison pour laquelle l'IA a été abandonnée lorsque nous en avions parlé la première fois, c'est parce que nous ne disposions pas de données exploitables. Donc du coup, si nous devions utiliser de l'IA, en l'occurrence de l'apprentissage, il aurait été nécessaire de faire d'adopter une approche non supervisée, dans la mesure où du coup, nous n'avions mm, pas de vérité terrain mm, exploitable. Le problème du non supervisé, c'est que du coup, il peut, d'ailleurs, il va, vu que les limites de CERN sont une portion très réduite de l'image, apprendre la mauvaise chose. C'est pourquoi, à ce moment-là, l'IA a été abandonnée. Mais à l'issue du moment où on a décidé de refaire les annotations manuellement et ainsi avoir des vérités terrain exploitables, l'IA est redevenue un plan tout à fait envisageable. ok. Ok. Et j'avais une autre question. Comment tu mesures le succès ou l'erreur de reconnaissance d'une limite? C'est-à-dire, quel est ton seuil? Comment c'est choisi? Euh, Parce que quand même, quand on regarde tes tableaux, ça fait un paquet de trous positifs ou de fausses négatives. Tu en as quand même pas mal, quoi, hein. Il y aura du En effet. beau et du pain sur la planche pour l'instant, quoi, hein. Un dice, c'est un peu abstrait, mais par contre, des faux positifs et des faux négatifs, ça, c'est plus concret. Donc là, par exemple, je vois que tu en as 800 sur 4500. Bon, ça fait quand même pas mal. Et du coup, je me posais la question de savoir, c'est quoi ta tolérance, c'est quoi exactement ta mesure du succès ou de Ouais. l'échec de reconnaissance. Ça, c'est une chose. Et je finis avec une troisième question plus ouverte, hein. Moi, je pense depuis longtemps que le problème, ok, c'est super sexy de faire ça, c'est très bien, mais le problème de fond, il est plus, à mon avis, dans la réalisation d'une interface euh, qui soit vraiment efficace dans la mesure des cernes. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment qu'un élément dans quelque chose qui nous manque toujours et qui n'est pas du tout pour l'instant sur les rails, qui est une interface utilisateur de mesure de cernes dans laquelle on peut facilement revenir corriger, superposer à une courbe de référence, etc. Mhm. Et en fonction de ça, à la limite même la fournir à l'IA pour qu'elle puisse utiliser une courbe de référence, pourquoi pas, tu vois, ce genre de choses. Donc des choses beaucoup plus flexibles et beaucoup plus, on va dire, directement ingérables par un utilisateur qui veut mesurer des cernes et les corriger ensuite, quoi. Voilà. Mais ça ne te concerne pas, ce n'est pas un reproche, hein, c'est juste dans la Oui. stratégie globale, on a tendance à aller directement à ce genre de travaux que tu as présentés et à oublier que
peut-être que le plus important, c'est quand même dans l'interface homme-machine en général. Alors, du coup, pour répondre au début de la question, effectivement, on a énormément de positifs et de négatifs, enfin de faux positifs et de faux négatifs. Euh, donc, ce sont des choses à corriger. Pour ce qui est des métriques, du coup, concrètement, on a utilisé les métriques classiques que nous utilisons pour valider des approches, donc la précision et le rappel. La précision qui consiste à dire lorsque l'on Non, c'est pas ce que détecte je demande. Non, Ah, c'est pas ma question. Ma question, c'est à partir de quand une limite est fausse ou juste? ah, très bien. Eh ben, du coup, on disposait de fichiers pause pour vérifier. Ces Ouais. fichiers pause nous donnent un point pour délimiter un cerne, enfin une limite de cerne. Et ben, du coup, on a décidé, si nous sommes à plus de 0,2 mm de ce point, c'est faux. Ah, vous vous êtes mute. Ah oui. À plus ou moins 0,2 mm, c'est ça? Plus ou moins 0,2 mm, c'est faux. D'accord. Donc, tu as une tolérance de 0,4 mm, une fenêtre de 0,4 mm dans laquelle c'est juste, c'est ça, hein? C'est ça. Donc, ça te donne une estimation un peu déjà aussi de l'erreur qu'on a sur la position. Mhm. C'est-à-dire qu'on est dans un flou entre guillemets de 0,4 mm. C'est pas catastrophique, hein, parce que très souvent, quand on positionne un point, 0,4 mm. Mais bon, c'est juste pour avoir la valeur. Donc là, c'est clair et précis, d'accord. 0,4 mm. OK, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Et sur le dernier point, Le dernier point. c'était quoi? C'était qu'on a plus besoin d'interface finalement Ah, machine en ça, général que... oui, bah, on en avait parlé et effectivement, c'est un problème très important. En l'occurrence, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de produire une interface de qualité. Et c'est pourquoi, du coup, je génère des fichiers pause à la place qui peuvent être corrigés sur CoRecorder. En fait, Jean-Luc, on a une petite idée derrière, c'est que Patrick a accepté de faire le cobaye et il va reprendre les fichiers .pose que sort l'algo et voir à quel point ça lui paraît fastidieux, c'est pas le terme parce qu'on va trouver un moyen plus quantitatif de faire les trucs, de faire un retour sur comment ça, à l'état actuel, qu'est-ce qu'il en pense, quoi. OK, Parce que OK, très bien. comme Ouais, c'était ouais. Patrick qui avait fait parce que c'est toutes les mesures, les fichiers point pause là, ils sont pas sortis de nulle part. C'est quand même le travail de Patrick Baer. Et donc voilà, l'idée c'est que on essaye de faire un feedback sur ce qui se passe là maintenant après le stage de Master 2 d'Orient, ce qui nous permettra d'avoir un peu les idées claires sur ce qu'on veut faire après et en rediscuter ensemble avec un feedback OK, pour argumenter et discuter. merci. Alors, aussi, du coup, petit truc que je n'ai pas précisé, là, en l'occurrence, les modèles sont utilisés pour inférer et créer des points pause. Par contre, il est tout à fait possible de réutiliser ce modèle dans d'autres contextes. Ça- Aussi, du coup, le programme permettant l'apprentissage étant disponible aussi sur le Git, il est possible de donner d'autres jeux de données et d'apprendre avec d'autres données pour, du coup, d'autres tâches au besoin. Et une chose que j'ai pas tout à fait capté, finalement, aujourd'hui, avec tes algorithmes, il faut combien de temps pour la reconnaissance sur une image? Ça Sur une image dépend. de quelle taille, il faut combien de temps? Ça dépend, voilà, de la taille et de l'approche. Pour ce qui est de l'approche basée morphologie, il faut environ une vingtaine de secondes pour une image en 4000 par 30 000. De quelle taille? En 4000 par 4000 30 par 000 30 000. pixels, d'accord, ok, ok. Quelle que Ouais. soit la. Oui, après, il faut voir la résolution, ouais, d'accord? 4000 par 30 000, ouais. Pour ce qui est des approches basées apprentissage, il faut environ 40 minutes pour la même définition. Ouais, Sachant que la vitesse de traitement dépend aussi, entre autres, de la machine pour ce qui est des méthodes basées apprentissage. ouais, ouais. Donc, 30 000, tu as dit 4000 par 30 000. 30 000 à 1200 dpi, ça fait
Ça fait quoi comme taille? Ça fait quoi en centimètres? Je sais pas, sur les résolutions que tu as employées. Je vais vous dire ça tout de suite. Bon. Bon, ça fait à peu près 20, ça ferait 20 inches. Ça ferait 70 centimètres, 80, 30 Hmm. 000 pixels à 1200 dpi. 1200 dpi, c'est une bonne résolution pour toi? Ça colle? Bah, 1200 dpi, c'est pas trop grave. Enfin, c'était le maximum de définition dans Deep Andro. En l'occurrence, dans notre cas, c'était 2400 dpi de toute façon. Ah, ok. Ouais, donc ça ferait 30 centimètres à peu près de longueur? Oui, environ 30-40. Ouais, 30-40 centimètres. Et tu dis combien d'heures? Tu as dit combien de minutes? Une quarantaine de minutes pour 40 une minutes, image ouais. de cette taille, Ouais, environ. ouais. Ah, c'est pas mal si on fait. Oui, oui. Après, on retombe sur les problèmes d'interface. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir lancer ça la nuit, machin et tout. Ouais, pourquoi pas, hein. Alors, justement, voilà, pour ce qui est de l'interface, pour simplifier, vu que là, en l'occurrence, le cœur n'est pas détecté automatiquement, le programme demande pour toutes les carottes dans un répertoire enfin, de positionner le cœur sur la carotte et ensuite toute la partie automatique Ouais, se lance une fois tous les cœurs sélectionnés. ok. Bah, Stéphane, c'est super. Bravo, hein, vraiment, c'est super. tu as trouvé comment lever la main? Ouais, ouais. J'ai trouvé comment enlever la main en cliquant sur la petite icône qui sourit là. D'ac- Euh, Bah, j'ai une question là que vient finalement à peine d'aborder Jean-Luc. C'est cette histoire, une question pratique, cette histoire de résolution. À quel point, Dorian, la résolution change tes résultats? Est-ce que ça n'impacte absolument pas ou beaucoup? Est-ce que ça impacte le temps de calcul? Et qu'est-ce que tu nous conseilles? On continue dans notre lancée, en imaginant qu'on va continuer à générer une base de données. On continue dans notre lancée, c'est-à-dire à scanner à 2400 dpi. Est-ce que moins ça suffirait? Bien sûr, on ne scanne pas à 2400 dpi que pour imaginer dans le futur qu'on puisse faire tourner du deep learning dessus. Mais quelle est ta réponse vis-à-vis de ça là? Quelle résolution serait la plus optimale pour ta méthode? Alors, pour le coup, après avoir testé du coup des images de 600 à 1200 dpi et nos images à 2400 dpi pour la réapplication de Deep Dendro et notre produit final, lorsqu'on utilise un modèle qui a été entraîné sur des données de la même résolution, il n'y a pas de problème, quoi qu'il advienne. En revanche, du coup, visiblement, la sensibilité tend à changer de manière plus négative lorsqu'on passe d'une faible résolution à une forte résolution plutôt que l'inverse. Donc, nous avons aussi testé du coup d'inférer avec nos modèles testés sur 2400 dpi, enfin entraînés sur 2400 dpi, sur les données de Deep Landro, et là, nous avions des résultats moins mauvais que quand on avait essayé de faire l'inverse. Pour ce qui est par contre du temps de calcul, en l'occurrence, du coup, chaque fois qu'on divise par deux la définition, concrètement, on divise par 4 le temps de calcul. Ah, Ok, merci et félicitations aussi pour ce travail superbe. Erwin, on t'écoute. Ouais, j'ai été très impressionné par la présentation et l'avancement du travail. Je suis un peu comme Jean-Luc, je me demande est-ce qu'il faut tout de suite aller à l'exigence la plus forte qui est de la reconnaissance automatique de CERN ou si travailler sur des interfaces qui facilitent le boulot pour les observateurs, ça peut pas être une étape intermédiaire intéressante. Mais la question surtout, c'est il y a quand même quelques gros groupes qui s'intéressent à la dendrochrono pour des aspects d'histoire, d'archéo ou de foresterie. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, à part l'exemple polonais que tu nous as donné, de tentatives d'automatisation de la lecture des cernes? Alors, il y en a quelques-unes. En utilisant l'apprentissage, bah, rien qu'aujourd'hui, du coup, Marion m'a envoyé un nouvel article qui reprend lui aussi d'ailleurs les travaux de Fabjinska et Danek. Mais tous ces travaux sont assez proches les uns des autres. Pour le coup, le sujet est assez peu traité. Ok, merci. Gabriel?
Ouais, merci Dorian pour ta présentation, c'était très chouette. Juste une petite question, c'est par rapport au filtre, tu as utilisé la méthode par morphologie, tu obtiens des résultats quand même qui sont assez chouettes pour une méthode de morphologie. C'est la question que je vais te poser, elle est un peu technique, mais c'est, tu parles pas du filtre structurant que tu utilises et ça a une influence, en général, c'est une influence assez forte en fait sur les résultats que tu vas avoir. C'est la taille, L'élément là, ouais. l'élément structurant utilisé. Ouais, c'est laquelle? Enfin, c'est Pour le quelle, coup, c'est un élément structurant de taille 20 et du coup circulaire. En OK, l'occurrence, parce que nos vaisseaux sont en général circulaires. OK. Ça marche. Et donc du coup, c'est un peu pour ça que le centre de carotte marche pas non plus, non? Parce que ça prend pas Euh, en compte une symétrie particulière, en fait. c'est pas tout à fait ça, non. Pour le coup, le centre de carotte a des forts problèmes d'identification à cause de notre choix d'utiliser le rayon ligneux pour guider notre détection des limites de CERN. Vu que pour le coup, en fait, le centre étant beaucoup trop courbé dans certains cas, et nous utilisant juste la perpendiculaire au rayon ligneux, celui-ci étant une droite, il devient vraiment mauvais euh, d'approximer une courbe à l'aide d'une droite. Enfin, plus, pour le coup, une portion d'un cercle à l'aide d'une droite. OK, et est-ce que tu penses que c'est une bonne pratique, une bonne technique d'utiliser plusieurs filtres? Parce qu'il y a des techniques comme ça où en fait tu utilises plusieurs formes structurantes et tu en fais une sorte de moyenne. Alors, enfin, tu en fais une sorte de moyenne en termes Hmm. d'ensemble, mais il y a des techniques comme ça, notamment dans l'imagerie satellitaire, j'utilise pas mal ce genre de trucs. Mais bon, Euh, c'est juste qu'en termes de calcul, ça peut être intéressant de passer sur la morpho. Après, c'est il la doit y discussion qu'on devrait avoir avoir. des trucs applicables là-dessus. J'avouerai que pour le coup, on est probablement les seuls à faire une approche basée morphologie pour ce problème. J'ai pas testé d'accumuler, enfin de faire plusieurs couches par-dessus du coup la première. Je ne suis pas sûr que ça améliore grandement les résultats car malheureusement on serait resté sur le choix quand même d'utiliser le rayon ligneux, mais il y a moyen effectivement d'améliorer les résultats peut-être potentiellement. OK. Bon, merci. On va peut-être en rester là. Merci beaucoup, Dorian et Marion. N'hésitez pas à proposer des séminaires flash pour les prochaines semaines, là, qu'on reprenne un peu l'habitude à la rentrée. Et voilà. Je vous souhaite un bon après-midi. Bon après, Merci. merci d'être venu. Merci, bon après-midi. Salut. À Au vous revoir. aussi. Salut. Salut.